Et si votre maison pouvait vous dire en temps réel ce qu'elle consomme et même ce qu'il s'y passe? Dans cet épisode, on plonge dans un projet domotique aussi malin que technique. Des capteurs bricolés maison, du LoRaWAN, des compteurs d'eau, de gaz et d'électricité, des dashboards et des alertes et, au bout du compte, une autre façon de comprendre son quotidien. Bienvenue dans les technos. Aujourd'hui, je suis avec Maximilien Charlier. Tu es consultant dans une boîte de technologie Necotech en Belgique à Mons, mais tu es aussi un geek dans l'âme, dans le cœur. Tu as bricolé un système assez incroyable à la maison, bricolé dans le sens noble du terme. En anglais, on dit do it yourself, DIY, c'est fabriquez-le vous-même. Bricolé en français a une petite connotation négative, j'aime pas. Mais enfin, j'ai pas de meilleur mot pour décrire ce que tu as fait. Tu as bardé ta maison de capteurs, de domotique. Explique-nous, ça part du haut niveau. Qu'est-ce que tu as construit? Et puis on va rentrer dans les détails de comment. Alors bonjour Sébastien. Du coup, j'ai construit un système pour mesurer ma consommation d'énergie dans ma maison, mais qui pouvait s'appliquer aussi aux personnes qui habitent des appartements. Donc pouvoir être capable de mesurer son électricité, même si le compteur électrique se trouve dans une cave et qu'on est au 4e étage d'un immeuble appartement. Et comment est-ce qu'on capture son compteur électrique? Alors en France, on a un truc qui s'appelle Linksy qui émet des ondes, mais je sais pas si on peut les capter. Comment tu fais? Alors en Belgique, depuis 3-4 ans, ils déploient des nouveaux compteurs qu'on appelle communicants, et donc ils ont deux fonctions. Une fonction qui permet d'émettre en sans fil directement via le réseau téléphone nos données. Donc une fois par jour environ, ils vont envoyer un gros fichier qui contient nos index toutes les 15 minutes. Et il y a une autre chose sur les compteurs électriques, c'est un port du type port de prise de téléphone ancienne, RJ11, sur lequel on peut écouter... connecteur en plastique là, qu'on mettait sur les cornets de téléphone, entre le cornet et la base de téléphone. Sur lequel le compteur va automatiquement envoyer toutes les secondes un petit rapport sous format texte en ligne série qui contient les index, le voltage sur chaque phase, l'ampérage. Il va aussi remonter l'index du compteur gaz si vous avez un compteur gaz connecté. Et ce qui est intéressant, c'est que ces valeurs, on n'a pas tout qui est envoyé par le compteur électrique au fournisseur d'accès d'électricité. Donc on peut récupérer que les index toutes les 15 minutes du côté fournisseur d'électricité, alors que quand on se connecte au compteur, on peut vraiment avoir les données toutes les secondes. Et en Belgique, un des topics, c'est qu'on a aussi ce qu'on appelle du décrochage, c'est-à-dire que quand le voltage sur la ligne électrique passe au-dessus de 253 volts, quelque chose comme ça, les onduleurs arrêtent de produire de l'électricité, se mettent en sécurité. Et ici, je vais déménager dans une maison qui a des panneaux solaires, et du coup, je voulais aussi avoir une solution qui permettait de monitorer le voltage pour pouvoir me dire, ok, sur l'année, il a déclenché autant de fois, donc ça me fait perdre X% de production, par exemple. Alors c'est ça que je voudrais que t'expliques aux auditrices, aux auditeurs du podcast Les Technos, c'est de dire quelle est la chaîne, qu'est-ce que tu as construit, assemblé toi-même côté compteur, comment ça communique avec d'autres équipements, c'est quoi cet autre équipement, comment tu collectes ces données, comment tu les traites pour au final les visualiser. Donc je propose qu'on respecte l'ordre de la chaîne depuis là où les données sont produites, ton compteur électrique, mais on parlera aussi du compteur de gaz et d'autres capteurs que tu as mis dans la maison, et puis on va suivre la chaîne de communication jusqu'à ton beau dashboard web de visualisation où tu as tes courbes et tes statistiques, etc. Tu te branches en RJ11 sur ton compteur électrique, donc tu as 2 ou 3 fils qui sortent de là, et puis et puis ça se connecte à un petit équipement Arduino compatible sur lequel j'ai pu écrire un firmware, donc un programme en code C. qui tourne sur la carte, quoi. Voilà. Et ce code, ce qu'il fait, c'est qu'il va lire ce qu'on a sur la ligne série du format texte. Il va le convertir dans un tableau, un tableau avec l'index telle valeur, le voltage phase 1 telle valeur, et ainsi de suite. Ce qui fait que, en gros, c'est un objet, c'est beaucoup plus facile à utiliser en programmation. Et après, là-dessus, moi, j'envoie des valeurs toutes les 15 minutes.
Donc j'agrège, c'est-à-dire que toutes les 15 minutes, je vais envoyer le dernier index, mais pour le voltage, je vais envoyer le voltage minimum, maximum et moyen. Je vais aussi envoyer le nombre de fois où on a dépassé le voltage autorisé pour les onduleurs, ce qui me permet vraiment de compter combien de fois on aurait des dépassements et de faire des statistiques. Voilà essentiellement pour le compteur électrique. Pour ceux qui sont pas familiers avec Arduino, ce sont des petites cartes programmables. Il y en a enfin moi celles que je connais sont plutôt grandes, c'est quasiment des petits ordinateurs. Là, toi, tu parles vraiment d'un truc vraiment tout petit qui reçoit son capteur et qui émet des signaux. On va parler du protocole de communication juste après. Oui, voilà, ça va être un capteur qui va pouvoir tenir dans une boîte de tic-tac. Pour donner une référence de taille. Et il est aussi alimenté par le compteur électrique, donc ça c'est bien quand vous avez si vous avez votre compteur dans la cave d'un immeuble, il peut s'alimenter tout seul. Et on peut le faire assez petit. La pile, voilà, c'est ça. mois. Et on peut le faire assez petit pour qu'il tienne dans le logement prévu du compteur, comme ça il n'est pas visible par les autres, par les autres occupants, pour pas se le faire voler ou. Mais t'as dû souder des fils sur la carte. Enfin, ça marche comment l'interface physique? Du coup, d'abord il fallait câbler le connecteur RJ11 parce qu'il y a une sorte de le fil de tout à gauche va faire telle chose, le fil au milieu et ainsi de suite. De là, on va souder ces fils sur une breadboard, donc une petite plaque de développement sur lequel j'ai dû mettre 2-3 composants pour inverser le signal. Inverser, c'est-à-dire? En fait, on s'attend à avoir des 0 et des 1 et ça c'est converti avec soit 3 volts 3, soit 0 volts du côté Arduino. Mais du côté compteur électrique, ils ont fait l'inverse. Déjà, ils sortent du 5 volts et pas du 3 volts 3. Du coup, et aussi, quand on s'attend à avoir 0 volts, on a 5 volts. Et quand on s'attend à avoir 3 volts 3, on a 0 volts. Et du coup, j'ai dû faire un tout petit circuit électronique qui inverse ça. Et ça se fait avec un composant qu'on appelle un MOVSET, qui va prendre en entrée 3 fils. Un fil avec 3 volts 3 qui va toujours être constant. Un fil de sortie et le troisième fil, ça va venir du compteur. Et quand le compteur va donner 5 volts, je vais sortir 0 volts. Et quand le compteur va sortir 0 volts, je vais sortir 3 volts 3. Et comme ça, mon Arduino est content, il peut lire la ligne série. Alors ça, c'est la partie hardware, mais il faut écrire du code aussi, de super bas niveau, je suppose, en C. Et donc pour le code, j'ai récupéré une librairie qui permettait de comprendre le format des compteurs électriques, parce que c'est pas une thématique qui est très nouvelle. Il y a déjà des devices en Wi-Fi par exemple qui permettent de lire les compteurs électriques. Moi ici je voulais faire en LoRaWAN, on va expliquer un petit peu après ce que c'est. Et du coup, il y a déjà des librairies qui font certaines parties de ce que j'avais à faire. Donc j'ai repris une librairie qui permet de comprendre ce qui est envoyé par le compteur électrique. Je convertis les valeurs en entier parce que ça prend beaucoup moins de place que du texte pour chaque index mesuré, index ou voltage. Et ensuite, je fais en sorte de faire de l'agrégation pour envoyer les valeurs toutes les 15 minutes. Et j'envoie les valeurs toutes les 15 minutes, mais exactement au même moment qu'elles sont mesurées par le compteur électrique, c'est-à-dire à minuit, à minuit 15, à minuit 30 et à 1h du matin, par exemple. Et pour pouvoir envoyer exactement au bon moment, ce qui est bien, c'est que sur la ligne série, le compteur électrique fournit également le temps courant. Donc il dit, à tel instant, à la seconde près, j'ai mesuré telle valeur. Et donc ça permet de pouvoir les agréger très facilement. Et ces petites cartes Arduino, je suppose, est-ce qu'elles restent actives? Est-ce que le programme tourne en permanence pour écouter sur la ligne série? Ou est-ce qu'elles sont activées quand il y a des données qui arrivent sur le port série? Alors, dans le cas du compteur électrique, comme c'est le compteur qui alimente la carte, elle est tout le temps active et elle écoute constamment. Et en vrai, j'ai dû choisir un modèle qui avait 2 lignes série, une qui peut être connectée au compteur électrique et une deuxième qu'on va pouvoir connecter au port USB par exemple. Comme ça permet en temps réel pouvoir afficher des messages d'erreur ou d'informations pour pouvoir coder correctement. Voilà, c'est ça exactement. Parce qu'avant que ça fonctionne pas. Il faut comprendre pourquoi. Et du coup, il fallait vraiment une carte qui avait 2 lignes série pour pouvoir faire ça. Et une chose qu'il faut faire attention, par contre, quand on fait ça, c'est que si le compteur est alimenté en 5 volts par le compteur, il faut pas l'alimenter en 5 volts par la prise USB. Donc, il faut déconnecter l'alimentation du compteur. Au risque de griller la carte, on peut vraiment la tuer?
Possiblement, je sais pas, moi je l'ai pas essayé. Mais soit on peut griller la carte, soit on peut avoir le voltage qui retourne sur l'ordinateur aussi, et ça pourrait griller le port USB. Enfin, je sais qu'il y a des protections, mais vaut mieux éviter. Avant de quitter la carte, ça coûte combien à peu près une carte comme ça? Au cas où on la grille. Dans les 10 €. Ok, donc c'est quelque oui, parce chose que d'abordable. ici c'est une marque qui s'appelle Cubecell, donc c'est de l'Arduino compatible, et en Arduino c'est dans les 30-50 € la carte. Un autre capteur que tu as construit, c'est pour ton compteur de gaz. Je reste sur les capteurs avant d'aller dans l'autre réseau et tout, pour vraiment faire la suite logique de la data depuis la capture jusqu'à la consommation. Donc continuons, parlons des capteurs. T'en as bricolé de nouveau, vous nous semble au sens noble de bricoler. Ouais. Pour ton compteur de gaz. Pour le compteur gaz, la problématique, c'est que le compteur, il est dans une boîte à l'extérieur de la maison, et c'est pas encore un compteur gaz communicant. S'il avait été communicant, il aurait fourni toutes les 15 minutes un index au compteur électrique, et ça aurait été très facile. Et même pour ma nouvelle maison, ils ont installé un compteur gaz en décembre, et il est quand même encore analogique. Ancienne génération. Voilà. Et donc, ce compteur gaz, sur le dernier digit de l'index, donc les roues qui tournent avec les nombres, il y a un petit aimant, et cet aimant va faire une rotation par 10 litres consommés, et il est possible de détecter ces rotations. Donc il y a plusieurs types de capteurs. Il y a des capteurs à effet Hall qui vont détecter la variation de champ magnétique, ou des capteurs qu'on appelle des reed switch, qui sont des petits tubes avec 2 fils à l'intérieur et qui sont sensibles magnétiquement. Et si l'aimant se rapproche assez près, ça va fermer le compteur. Ça ferme le contact. Ça ferme le contact, le courant passe. Et une fois qu'il s'éloigne à nouveau, ça réouvre le contact. Et donc, grâce à ça, on peut compter le nombre d'ouvertures et de fermetures. Et ce petit reed switch, je l'ai raccordé à un capteur disponible sur le marché directement, qui permet de compter des impulsions. Donc là, c'est pas une carte Arduino, c'est un capteur du marché sur lequel tu connectes ce petit interrupteur finalement qui est c'est ça. Et on lui dit on a connecté un reed switch et mets-toi en mode comptage d'ouverture et de fermeture, parce qu'il peut aussi avoir d'autres modes, par exemple envoyer un message dès qu'il détecte un changement d'état, et ça c'est utilisé pour l'ouverture et la fermeture d'une porte, par exemple. Et là aussi il y a un peu de code à écrire, ou c'est plus out of the box, un peu de configuration et c'est bon? C'est plus out of the box, étant donné que c'est un capteur sur le marché. On doit lui envoyer 2-3 messages pour lui dire configure-toi en mode impulsion pour compter le nombre de changements d'index, et envoie cet index une fois par heure, une fois toutes les 2 heures, par exemple. Et c'est à peu près les seuls changements qu'il faut faire. Alors, si on continue de suivre la donnée, tu as collecté des données, elles arrivent sur des cartes électroniques que tu as programmées ou configurées, et puis ces données, on les envoie over the air, comme on dit en bon franglais, par des ondes. Et tu as choisi, tu l'as nommé tout à l'heure, un protocole, j'allais dire un peu bizarre dans ce contexte-là, qui est LoRaWAN. C'est quoi LoRaWAN et pourquoi tu as choisi ça? Alors, LoRaWAN, c'est un protocole de communication sans fil standardisé, qui est surtout et essentiellement conçu pour l'industrie. Ça peut être l'industrie manufacturière, ça peut être tout ce qui est entreprise, pour monitorer l'humidité et la température dans les bureaux, aussi tout ce qui est médical, ou tout ce qui est fabrication d'aliments. Par exemple, mon boulanger, il a un capteur LoRaWAN dans sa vitrine pour pouvoir mesurer la température des pâtisseries. J'ai déjà remarqué ça. Et c'est aussi utilisé dans tout ce qui est pétrole, pétrochimie, monitorer des pipelines, monitorer aussi tout ce qui est alimentation en eau, en gaz, pour détecter des fuites et réagir le plus rapidement possible. Smart Cities également, donc les réseaux publics de distribution d'eau, d'électricité peuvent utiliser ce standard? Oui, en France, c'est beaucoup utilisé pour tout ce qui est réseau d'eau. C'est aussi utilisé beaucoup pour tout ce qui est parking. Donc, quand vous avez un parking avec une sorte de petite boule qui sort du sol, en fait, ça détecte quand votre voiture se gare dessus. C'est en sans fil sur batterie, et ça permet d'envoyer au gestionnaire du parking le fait que la place de parking est utilisée. Ça permet aussi aux villes de vous verbaliser et d'envoyer la scan car quand ils détectent qu'une voiture est restée pendant 1 heure sur la même place. Voilà. Alors en domotique traditionnelle, on va utiliser d'autres protocoles. Dans les technos, on a déjà parlé de Zigbee, de Matter. Pourquoi t'es pas parti sur ces protocoles plus traditionnels? Alors,
Ben, il y a déjà des avantages sur des inconvénients à utiliser LoRaWAN, c'est que les équipements vont coûter plus cher, mais un des grands avantages, c'est que la portée est beaucoup plus élevée. Donc quand on parle de portée plus élevée, c'est en intérieur, on va être de l'ordre de plusieurs centaines de mètres. 200 mètres, ça passe, même s'il y a des murs, même si vous avez un plancher en béton d'1 mètre d'épaisseur, ça va passer à travers. Et l'inconvénient, c'est que comme c'est conçu pour l'industrie, déjà il n'y a pas d'intégration grand public très simple. Et deuxièmement, les équipements vont coûter plus cher. Même s'ils sont vendus en très grande quantité, il y a moins de concurrence parce que l'émetteur, il est construit par une entreprise qui s'appelle Semtech, entreprise française. Et pour le moment, je pense, c'est à peu près le seul fabricant du chipset, ce qui fait que le prix est plus élevé à la pièce. Donc tes capteurs dont tu as parlé tout à l'heure, ils ont une petite puce qui permet d'émettre au format LoRaWAN et une petite antenne. Ouais. Donc c'est ça que tu appelles le chipset qui se trouve sur chacun des capteurs. Et du coup... Oui, vas-y. Juste, il faut plusieurs différencier. centaines de mètres en entrée, à l'intérieur, mais ça peut être plusieurs kilomètres, tu m'as dit, en extérieur. Oui. En extérieur, ça peut être 5-10 kilomètres si vous mettez une antenne en haut d'un building. Ça peut être encore plus élevé. Je sais qu'il y a des personnes qui ont émis un signal qui a été vers la Lune et qui a été réverbéré et qu'on a recapté sur la Terre, pour donner un exemple. Et tout ça avec un équipement alimenté avec une pile de montre. Donc pour montrer la basse consommation. Quand on parle de LoRaWAN, on parle de deux choses. On parle de LoRa qui va être le protocole d'émission sans fil, donc la façon dont les ondes sont générées. Et ensuite, on a le LoRaWAN, donc la partie WAN, c'est pour la couche MAC, donc la façon dont on va orchestrer les communications, la façon dont on va chiffrer les communications. Donc la partie WAN, on va dire, ça rajoute tout ce qui est sécurité, interopérabilité entre équipements, et ça permet d'utiliser ça avec plusieurs modèles et d'utiliser uniquement une seule gateway pour tous ces équipements sans fil. Alors la gateway, justement, venons-y. On a les données qui quittent la puce LoRa sur tes capteurs que tu as soudés près de ton compteur d'électricité ou de gaz, qui communiquent par onde sur le format LoRaWAN. Donc il faut un récepteur de l'autre côté pour recevoir ça. Ça ressemble à quoi? Alors le récepteur, ça va ressembler à une boîte comme pour du Wi-Fi. Et il y a deux types de réseaux. Il y a ce qui est réseau public et ce qui est réseau privé. Un réseau public, ça va être plutôt des endpoints LoRaWAN qui vont être partagés. Donc, on va définir ses équipements dans une plateforme et on va se connecter, par exemple, à la gateway qui a 5 maisons plus loin de chez nous parce que quelqu'un en a mis une et qui fournit le réseau gratuitement aux autres personnes. Ou alors, on a un réseau privé et à ce moment-là, on gère complètement le réseau de A à Z et au niveau sécurité, on sait où vont les données, comment elles sont traitées, et ainsi de suite. Et donc c'est une petite boîte que tu connectes, je suppose, sur ton réseau local Wi-Fi à la maison, ou câblé à la maison, donc sur ta box internet, et qui a des petites antennes. Tu as dit que ça ressemblait à un routeur Wi-Fi, et donc qui elle reçoit les communications chiffrées qui viennent des capteurs. Voilà, c'est ça. Et ces gateways peuvent être connectés en Ethernet, en Wi-Fi, ou carrément avoir une petite carte SIM pour pouvoir émettre sur Internet directement si on a une coupure. Oui, j'imagine dans les environnements industriels ou en extérieur, etc. On n'a pas nécessairement un câble Ethernet qui arrive à cet endroit-là, et donc on peut on peut relayer ça. Et là aussi, combien ça coûte dans des versions d'entrée de gamme que tu peux utiliser à la maison? Alors l'entrée de gamme, ça va être 100 €, le moins cher qu'on peut trouver. Donc ça va, c'est encore jouable pour un hobby à la maison. Si on est dans une entreprise, on va plutôt partir, et qu'on est toujours avec des équipements à l'intérieur, on va plutôt être sur des équipements à 200-300 €. Ça dépend aussi si on veut être capable de gérer les gateways avec une plateforme qui permet de se connecter à 100 gateways et les mettre tout à jour d'un coup, plutôt que de devoir se connecter à 100 fois à une gateway. Après, il y a des équipements qui coûtent jusqu'à 1 000 € et qui sont faits pour être mis à l'extérieur. Donc, par exemple, vous êtes une usine ou une entreprise, vous avez des grands entrepôts, vous allez mettre les antennes à l'extérieur et ça va couvrir aussi le parking et ainsi de suite.
Et tu dois enregistrer les capteurs sur la gateway. Enfin, il faut faire du pairing comme en Bluetooth. Oui. Alors, dans le protocole LoRaWAN, il y a ce qu'on appelle le LoRa Network Server, qui est une application qui peut tourner soit dans la gateway, soit sur un serveur si on a plusieurs gateways, soit dans le cloud. Et ce LoRa Network Server, il sert à gérer tout ce qui est authentification, déduplication, orchestration de l'envoi des messages. Par exemple, si je veux envoyer un message à un device, on va d'abord le mettre en queue dans le LoRa Network Server, et au moment où l'équipement sera capable de recevoir le message, il va être transmis. Et déduplication, pourquoi déduplication? Un capteur pourra envoyer plusieurs fois le même message? Alors, il peut l'envoyer une fois, mais être reçu par plusieurs gateways. Si on veut minimiser la consommation, on va faire en sorte qu'il y ait plusieurs gateways dans l'environnement, de sorte à ce que l'équipement utilise la modulation, donc la façon d'émettre les données la plus rapide possible. Et comme ça, il va diminuer son temps d'émission, donc le temps qu'il utilise l'antenne pour émettre des données. Et la consommation, elle est la même s'il émet rapidement ou lentement. Mais par contre, s'il émet lentement, il émet pendant plus longtemps et du coup, il va consommer plus. Je sais pas si c'est clair. Oui, si, j'essayais de me représenter tout ça. Donc, la gateway, c'est l'appareil physique qui va recevoir le message, mais tu as besoin d'un serveur en plus. Et tu as dit, ce serveur peut tourner sur la gateway si t'en as qu'une, ou il tourne sur une machine à côté sur le réseau, distante ou locale. Il y a des serveurs open source qu'on peut installer chez soi? Alors oui, il y a des gateways qui viennent directement avec le LoRa Network Server installé, et donc à ce moment-là... ça c'est plus simple, ouais. Oui. Mais j'en ai jamais utilisé et je ne sais pas à quel point on peut ajouter des équipements de marques différentes sur ce type d'équipement. Ça va être une gateway de la marque Milsig par exemple, mais elle va être peut-être compatible uniquement avec les équipements de cette marque-là, ce qui peut être embêtant si on veut utiliser plusieurs marques ou utiliser des capteurs qu'on a designés soi-même. Et sinon, il y a des gateways en mode SaaS, comme on dit. Oui. Des services dans le cloud auxquels on peut se connecter, enfin, ou des services LoRaWAN provider sur lesquels il faut prendre un abonnement ou que sais-je. Alors, il y a The Thing Network, qui est quelque chose de fort connu, qui permet de rajouter une gateway chez soi, par exemple, ou d'utiliser des gateways de personnes autour de soi si on est dans une ville. Ça me rappelle le projet, comment ça s'appelait, Phone, ou un truc comme ça, Phone, pour partager, pour faire des points d'accès Wi-Fi gratuits. Ah oui. Tu mettais une boîte, tu t'abonnais à fond et tous ceux qui avaient la boîte pouvaient offrir un point Wi-Fi. C'est un peu la même. Oui, en LoRaWAN, il y a plusieurs projets comme ça. Il y a The Thing Network, il y a The Helium Foundation qui font aussi la même chose. Donc là, ça va être plutôt, on va provisionner une gateway qui va être partagée avec d'autres. Et nous, si on reçoit des messages de nos capteurs sur notre propre gateway, je pense qu'on ne paye pas. Mais par contre, si un voisin a des capteurs LoRaWAN, lui va payer s'il utilise, si ça transite par notre gateway. Mais c'est des petites sommes et ça permet de faire un réseau communautaire à grande échelle. Et dans certains pays, il y a des réseaux publics directement disponibles. En Belgique, par exemple, on avait Proximus. Je ne sais pas s'ils ont continué à faire ça, mais proposer ça aux entreprises. Ouais, je me souviens que j'avais parlé dans un autre épisode d'un autre podcast avec des villes qui déployaient des réseaux LoRaWAN pour mettre des capteurs dans des écoles, des capteurs de température, de CO2 et des choses comme ça. Et donc ils avaient déployé un réseau d'antennes dans la ville, ce qui est assez relativement facile quand on est une ville parce qu'on a déjà les pylônes, on a déjà l'alimentation et tout. Ouais. Donc ça reste relativement faisable à l'échelle d'une petite ville. On parlait du serveur. Toi, tu utilises... non, avant de rentrer sur ton détail d'implémentation, j'avais encore une autre question, parce que tout ça, c'est très lié à la domotique. Alors, tu as bien expliqué pourquoi tu n'as pas choisi les protocoles de domotique traditionnels, comme Zigbee, mais si quelqu'un qui nous écoute a un système de domotique conventionnel, Matter, Home Automation ou quelque chose comme ça, est-ce qu'il y a des passerelles d'interopérabilité? Oui, donc si vous avez des équipements LoRaWAN, en général, il y a possibilité d'avoir une sortie sur un MQTT. Et donc, si vous faites tourner un Home Assistant chez vous, par exemple, vous pouvez installer, faire en sorte que les messages arrivent sur le MQTT du Home Assistant.
ou mettre un plugin pour se connecter au MQTT de votre gateway LoRa pour ensuite récupérer les données et les intégrer dans votre Home Assistant. MQTT, c'est un autre protocole de communication, hein. C'est Message Queue, télémétrie, transport ou quelque chose comme ça, MQTT. Si je me souviens bien, ça avait été inventé par IBM il y a 15-20 ans. Et c'est un système de publish and subscribe, comme on dit en IT. Donc, un système peut envoyer un message sur comme une espèce de bus, et puis des clients peuvent se connecter sur ces bus et lire les messages qui sont ainsi envoyés. Donc ça, c'est le système qui est derrière le LoRaWAN Server. En général. Après, ça peut dépendre des LoRaWAN Server. On pourrait en avoir qui fonctionnent avec des API. Oui, en fait, ça fait pas partie du standard LoRaWAN. Non. Ça dépend de l'implémentation à chaque fois. À savoir que la LoRaWAN Alliance, donc en gros, LoRaWAN, un peu comme Zigbee, il y a une Zigbee Alliance qui regroupe plusieurs fournisseurs, fabricants d'équipements Zigbee. Et donc, ça conduit sur le protocole Matter qui permet d'être interopérable et qu'un capteur humidité-température d'une marque A et une marque B émettent le même type de message et soient intercompatibles. Du côté LoRa, c'est en cours de négociation pour aussi être compatible Matter. Donc, plutôt que d'avoir du Matter uniquement, enfin Zigbee, on aurait du Matter qui tournerait sur la couche physique LoRaWAN aussi. Donc à terme, je pourrais avoir mon serveur Matter qui reçoit les données des capteurs LoRaWAN ou en tout cas qui se connecte à la gateway LoRaWAN. À terme, oui. Mais je suppose qu'à ce moment-là, il faudrait une gateway compatible qui sortirait dans le futur, quoi. Ouais, quand les deux seront possibles. Est-ce que tu as dit pourquoi tu as choisi ce protocole qui a l'air de te poser un peu plus de problèmes que les trucs standards de domotique? D'abord, c'est plus cher, il y a moins de docks, c'est industriel, comme tu l'as dit, donc l'interface est moins grand public. Ben, c'est plus l'aspect sécurité, dans le sens où en LoRaWAN, on va avoir un équipement qui est très limité au niveau ressources. Et du coup, si vous voulez l'attaquer, pouvoir usurper son identité ou faire tourner d'autres softwares sur votre équipement pour faire un botnet, c'est beaucoup plus compliqué sur du LoRaWAN. Un botnet en LoRaWAN, ça peut pas exister dans le sens où ça peut émettre qu'un message par heure, donc c'est vraiment pas utile. Alors que quand on est sur un équipement qui a une antenne Wi-Fi, je peux prendre un exemple très simple, tout ce qui est B-Box, tout ce qui est box pour la télévision qu'on peut trouver gratuite, enfin très peu cher sur Internet. En général, elles font tourner un botnet. Donc vous achetez un équipement sur Android, vous le payez pas cher, mais derrière ça permet de faire des attaques de déni de service à l'étranger. Déjà, dès que tu l'achètes, je sais que ça peut s'installer si on la laisse ouverte. Tu veux dire de ce qui se vend souvent, c'est déjà verrouillé. Il y a des podcasteurs qui parlent de ça. Et donc qui explique en fait que les équipements qu'on peut acheter sur Amazon et qui sont pas chers certaines fois, ou alors sur AliExpress, là c'est presque garanti, mais il y a des malwares qui sont installés dessus, mais même pas en fait au moment de la fabrication de la carte électronique, avant même que le vendeur installe son firmware dessus, il va avoir une backdoor qui va être installée de sorte que on puisse l'utiliser plus tard comme botnet. Et c'est oui, mais ça rapporte beaucoup d'argent parce que si on veut, on peut prendre un exemple. Supposons qu'on soit une entreprise qui veut faire un LLM et qui veut pomper toutes les données sur Internet. Maintenant, on est obligé, par sécurité, de passer par un vrai équipement pour se connecter et scraper des pages web. Et du coup, pour certaines entreprises, c'est intéressant de passer par un réseau de botnet pour pouvoir accéder aux données. Donc, on va être clair, ce qui est Anthropic et ChatGPT ne font pas ça, OpenAI, mais pour certains usages, c'est utilisé comme ça. Une autre façon de faire pour avoir un réseau de botnet, c'est d'installer un jeu gratuit. Et à ce moment-là, dans les conditions d'utilisation, on autorise l'accès à son téléphone et c'est utilisé en fin de course pour faire un botnet. Anthropic a documenté le sujet il y a quelques semaines, c'était au mois de mars, en disant que leur modèle était utilisé massivement par des botnets pour entraîner des autres modèles, pour faire de la distillation, ce qu'on appelle. Mais on sort du sujet. Si tu es encore là, c'est que ça te plaît. Alors pense à t'abonner sur ta plateforme de podcast préférée pour ne rien rater de nos prochains épisodes. Pour toutes les infos, les liens et l'abonnement à notre infolettre, rendez-vous sur lestechno.be.
je reviens sur l'interopérabilité entre LoRaWAN et les protocoles à la maison, ça t'a bien expliqué, et sur pourquoi tu as choisi LoRaWAN. Donc la sécurité, il y a la distance également, tu as parlé de compteur qui peut être à l'extérieur, à la rue. L'aspect batterie aussi, qui me permet... l'autonomie. Oui. Et l'aspect facilité, dans le sens où je voulais utiliser avec un cloud provider particulier avec lequel je travaille tous les jours. Et comme je suis très habitué à utiliser cette plateforme, je voulais des équipements qui soient compatibles avec ça et qui soient pas trop compliqués à mettre en place. Et là, le protocole est relativement simple pour permettre la connexion de l'équipement vers une gateway et vers le cloud provider à la fin. Ça me fait une transition parfaite sur la question suivante. Et voilà, on a parlé jusqu'à la gateway et le LoRaWAN serveur. Le LoRaWAN serveur qui peut être installé en local, qui peut être un abonnement que vous prenez chez un service provider ou un cloud provider, c'est ce que tu as fait toi. Qu'est-ce qui se passe après? Quelle infrastructure informatique il y a besoin pour traiter ces messages? Ça ressemble à quoi le traitement d'un message LoRa? En fait, un message LoRa, quand il va être reçu par la gateway et in fine par le LoRa Network Server, à la fin, ce à quoi on va avoir accès, c'est une chaîne d'octets, donc le payload qui a été envoyé par l'équipement, qui va être structuré en fonction de chaque modèle d'équipement. Et avec ça, on va avoir des métadatas du style l'identifiant de l'équipement, le moment de réception, la seconde au moment où le timestamp du message, les gateways, la liste des gateways qui ont reçu le message ainsi que la qualité du message reçu. Donc ça permet, supposons qu'on soit dans une entreprise, de savoir où rajouter des gateways. Et avec ces informations-là, on peut ensuite faire un processing pour convertir le payload, donc la partie utile du message reçu, c'est-à-dire extraire la température, voilà, le kilowattheure, enfin la donnée métier entre guillemets que tu as envoyé de l'autre côté. On extrait ces données métiers et après on va les insérer dans une base de données pour les stocker. Si on est sur du Home Assistant et que ces données étaient publiées sur un MQTT, ça aurait été stocké directement dans le Home Assistant, dans la base de données InfluxDB du Home Assistant. Et donc là, tu choisis ta base de données relationnelle ou time series, puisque tu as cité InfluxDB, time series qui correspond bien. Ce sont des bases de données conçues pour stocker des séries d'événements qui évoluent avec le temps. L'évolution d'un compteur, ça rentre exactement dans cette définition. Oui, c'est ça. De mon côté, j'ai choisi une base de données PostgreSQL, donc c'est pas du time series. C'était pour une question de coût, parce que je voulais que ma solution dans le cloud soit proche de zéro au niveau coût. Et j'avais la possibilité d'avoir accès à une base de données qui me coûtait rien, qui était gratuite parce que mon usage est trop faible pour qu'elle soit facturée. Oui, c'est ça, le provider a ce qu'on appelle un free tier, donc en dessous d'un certain usage, c'est gratuit. Et cette base de données, comme elle n'est pas en time series, ce que je fais, c'est que tous les jours, une fois par jour, je fais tourner un script qui va m'agréger les données et par exemple me prendre l'index aujourd'hui à minuit et hier à minuit, faire la différence et me donner ma consommation par jour et faire la même chose par heure. Comme ça, ensuite, quand j'accède les données, j'ai une table avec les données brutes et j'ai une table avec l'agrégation par heure et par jour pour scanner moins de colonnes, enfin moins de lignes dans la DB. On peut imaginer tout ce qu'on veut. À partir de ce moment-là, c'est du code, c'est des données structurées. Donc, voilà, c'est ça. La porte est ouverte à absolument ce dont tu as envie. Envoyer des emails, par exemple, avec des alertes si la consommation augmente ou des choses comme ça. Tu as une partie visualisation aussi pour que ça soit consommable par tout le monde et pas en query SQL. Oui, alors j'utilise Grafana, qui est un système pour visualiser les données, qui est beaucoup utilisé en entreprise, qui est aussi disponible dans Home Assistant, par exemple. Et donc dans ce qu'on appelle Grafana, ça va être une page web sur laquelle on va pouvoir créer des pages web qui vont contenir des graphiques. Donc, par exemple, j'ai une page web qui me montre mon compteur électrique. Je vais pouvoir avoir mon index, ma production heure par heure et ma consommation heure par heure. Je vais pouvoir voir le voltage par phase, minimum, maximum.
et ça va me permettre, par exemple, de savoir que la machine à laver a tourné à telle heure. Je pourrais par exemple me mettre une alerte pour dire j'ai détecté que la machine à laver a démarré à 8 heures. Je sais qu'à telle heure elle va avoir fini, et automatiquement, sans même devoir cliquer sur un bouton ou quoi que ce soit, je pourrais recevoir une alerte sur mon téléphone qui me dirait que la machine a fini. Pour donner un exemple. Puis j'ai d'autres dashboards qui donnent plus la consommation de la maison. Donc je vais avoir l'eau, le gaz et l'électricité sur un seul dashboard avec les informations. Ce que je compte faire un peu plus tard, c'est rajouter le prix de l'énergie. Donc comme ça, pouvoir me dire par jour, je consomme autant en euros d'eau, d'électricité et de gaz. Il y a une API publique pour ça en Belgique. Tu peux aller chercher les prix chez ton fournisseur d'électricité. À ce moment-là, tu dois l'encoder manuellement. Tu l'encodes manuellement parce que déjà, ici par exemple, j'ai acheté une maison, je devais comparer mon contrat d'électricité. C'est pas possible. D'un côté, on a un contrat avec un split en disant ça c'est le coût de l'électricité, c'est le coût du transport, c'est le coût il y a plein d'autres coûts cachés. Et quand on va sur le site d'Engie pour prendre un contrat d'électricité, ils disent l'électricité à 10 cents du kilowattheure, mais il n'y a aucun détail, donc on ne sait pas sur quoi on s'engage. Voilà. C'est comme les opérateurs mobiles, c'est fait exprès pour qu'on puisse faire comparer. Oui. Quoi d'autre dans les cas d'utilisation, une fois que tu as toute cette chaîne en place, tu as les données, tu commences à avoir un historique de données parce que le système tourne chez toi depuis plusieurs mois, tu as les dashboards, tu as les alertes. Quels sont les autres cas d'utilisation possibles où c'est utile d'avoir ce système à la maison? La détection de fuite d'eau, ça c'est important. Moi par exemple, j'avais un robinet qui a fuité sous mon évier et il goûtait au goutte à goutte. Donc en gros, quand on ouvrait, on voyait rien parce que c'était vraiment une goutte qui tombait à chaque fois. Et puis à un moment, ça a coulé un peu plus vite. Mais tout mon meuble, il a ondulé. Et donc maintenant, ce que je compte faire dans ma nouvelle maison, parce que je vais bientôt déménager, c'est que je vais mettre un détecteur de fuite d'eau sous l'évier. Comme ça, s'il y a une flaque d'eau, ce sera détecté. Donc en fait, il y a 2 pins en métal. Et si le courant passe entre les 2 pins, c'est qu'il y a de l'eau. Et un deuxième capteur que je vais mettre, c'est un capteur humidité-température. Comme ça, si l'humidité monte dans mon meuble, c'est qu'il y a de l'eau quelque part. Et comme ça va aussi permettre de détecter le lave-vaisselle qui se trouve juste à côté. Voilà. On peut aussi déduire des comportements en regardant la consommation d'eau et d'électricité. Oui, et même en regardant la température ou le CO2. Par exemple, j'ai un compteur CO2, on sait compter combien il y a de personnes dans la maison. On sait compter quand on est dans une pièce ou pas, simplement en voyant le CO2. Avec la température, par exemple, maintenant j'ai mis un capteur humidité-température sous mon évier. Maintenant, je sais quand mon four fonctionne. Parce que ça chauffe sous mon évier. Quand on utilise le four, du coup, le meuble chauffe en même temps et du coup, on sait savoir que le four est utilisé. Après, il y a d'autres patterns très simples qu'on peut détecter. Pour la consommation d'eau, ce que j'ai fait, c'est que je voulais avoir ma consommation par minute. De sorte à pouvoir détecter des patterns très simples comme une chasse d'eau c'est 6 litres d'eau, une chasse d'eau pour un pipi c'est 3 litres et ce genre de choses. Et du coup, par exemple sur une année, si je le souhaite, je peux très bien me faire des statistiques pour savoir combien de fois je vais aux toilettes pendant la nuit par jour. Je souris, mais ça peut être des données médicales aussi, ça peut montrer des patterns. Au-delà de 50 ans, si on se réveille plus souvent la nuit pour faire pipi, ça peut être un signe d'un problème médical aussi. Mais ça fait beaucoup de code à écrire, ça, non? Pas forcément. Donc, si on veut commencer à détecter ce genre de pattern, en 2026, il y a ce qu'on appelle les large language models qui sont aussi assez bons pour détecter ce genre de choses. Donc, il faut structurer correctement les données, mettre un prompt correct. Par exemple, dire voici mes consommations d'eau par minute. Aide-moi à détecter les patterns basés sur les consommations habituelles dans une maison. Et le système de langage, il sait déjà qu'une chasse d'eau, c'est 6 litres et qu'une petite chasse d'eau, c'est 3 litres. Qu'un lave-vaisselle, ça va être 9 litres et qu'une machine à laver, ça va être entre 20 et 40 litres. Et du coup, il va directement savoir faire ce genre de déduction lui-même. Donc tu donnes un export de ta base de données à ChatGPT pour prendre un exemple grand public. Tu lui donnes le bon prompt et il est capable de
indiquer combien de personnes vivent dans la maison, si vous êtes insomniaque, à quelle heure vous mangez, à quelle heure vous lavez les vêtements, des choses comme ça. Oui, par exemple. Du coup, c'est mieux d'utiliser un modèle qu'on paye, comme ça, on ne leur donne pas trop d'informations sur nous. Enfin, elle reste quelque chose qui tourne en local, canassé, quoi. Ouais, voilà. Ou donc vous êtes absolument sûr de ce qui est fait des données et qu'elles ne sont pas partagées avec d'autres, parce que au final, ces données qui ont l'air assez anonyme et assez non impactante, je cherche mon mot, excusez-moi, le sont terriblement. Une fois qu'on les corrèle ensemble et qu'on a l'évolution et liée au timing, etc., ça devient des données personnelles quand même assez sensibles. Ben, par exemple, si on regarde juste la consommation d'électricité, on sait détecter quand on est dans la maison ou pas. C'est très facile. Et on peut s'imaginer que, imaginons Ores, un fournisseur d'électricité du réseau en Belgique, et une fuite de données et que des attaquants aient accès au relevé de compteur de tous les utilisateurs par quart d'heure, directement on sait dire si une maison est occupée ou pas, on sait dire les patterns d'occupation des maisons, on sait dire si on veut cambrioler, ça nous donne une base de données en disant ok, ils partent tous les ans à tel moment en vacances, ce genre de choses. Donc ça peut vraiment être mal utilisé. À contrario, ça peut être aussi très bien utilisé. J'ai un exemple en Angleterre, dans les logements sociaux. Ils ont installé des capteurs LoRaWAN pour mesurer la température, la consommation d'eau, le CO2 et l'électricité. Et basé là-dessus, par exemple, en hiver, quand une maison n'est pas chauffée, ils se rendent dans les maisons et ils vont couper l'arrivée d'eau avant que les tuyaux ne gèlent et que la maison soit détruite parce qu'il y a des fuites d'eau partout. Ça aussi, j'ai écouté un podcast qui parlait de ça en Angleterre et il disait qu'un autre use case qu'ils avaient eu, c'est qu'ils avaient dans une cité un problème avec des dealers de drogue. Et en fait, le gang se déplaçait de cité en cité et ils occupaient toujours les mêmes maisons parce qu'elles étaient inoccupées 3 semaines par mois et pendant 1 semaine sur le mois, elle était occupée. Et en fait, simplement en monitorant l'utilisation de la maison, enfin des logements, ils ont pu faire en sorte que le raid de police se fasse au bon moment. Au bon endroit, au bon moment. Voilà, c'est ça. Comme toujours avec la technologie, elle peut être utilisée pour le meilleur ou pour le pire. Pour le pire. Donc là aussi, ces données-là peuvent être utiles ou utilisées contre vous. Peut-être encore une dernière chose avant de conclure. Si une auditrice, un auditeur de les technos veut démarrer avec ça, est-ce que tu as partagé un peu de ta connaissance quelque part? Est-ce qu'il y a des choses du code, je sais pas, de la doc que tu conseilles pour démarrer? Du coup, on l'a pas cité, mais moi j'ai travaillé avec AWS comme cloud provider. Donc en ligne sur GitHub, j'ai un dépôt où j'ai expliqué ma façon de faire, comment provisionner une gateway, comment provisionner des équipements. J'ai mis des exemples de comment interpréter les messages reçus par les capteurs, comment stocker les données dans une base de données et enfin comment les visualiser dans Grafana. Et ensuite, j'ai 2 équipements où j'ai écrit des firmware moi-même. Le compteur électrique qui est compatible avec les compteurs belges monophasés et triphasés, sur lequel j'ai rajouté cette partie détection de survoltage pour pouvoir aussi avoir des rapports si on est dans une zone où il y a du décrochage. Donc ça c'est sur GitHub. Et après pour mon compteur d'eau, j'ai fait un firmware dédié aussi pour pouvoir avoir de l'agrégation, ce qui fait qu'en fait j'envoyais un message par heure. Ce message va contenir le dernier index et également un tableau qui va contenir une suite de 2 nombres. Donc un premier nombre qui va contenir le nombre de minutes sans changement d'index. Et au moment d'un changement d'index, on stocke l'index courant, mais uniquement les 8 derniers bits. Donc les derniers chiffres pour ne pas envoyer tout le numéro parce que a priori parce qu'en fait on sait le reconstruire du début ils changent pas à chaque fois. Oui, c'est exactement ça et on sait le reconstruire très facilement parce que si le nombre suivant est plus petit que le précédent, c'est que le bit de poids fort a changé et si pas, c'est qu'il a pas changé et on prend juste la différence. Donc c'est assez simple. Et donc grâce à ça, en fait là en LoRaWAN, on est limité à environ un message par 15 minutes de maximum 118 octets. Et en faisant ce petit tableau qui compresse les données, je peux envoyer 1 fois par heure, minimum 50 minutes de données. Donc si je laisse le robinet ouvert et que toutes les minutes j'ai un litre qui coule, à ce moment-là, je vais avoir seulement 50 minutes de données. Mais par contre, si pendant la nuit, je coupe Internet
je perds les messages reçus, mais par contre, le matin, quand je remets Internet, le message que je vais recevoir aura l'historique, parce qu'il n'y aura pas eu de consommation la nuit. À savoir parler de ton compteur d'eau aussi, donc il y a le gaz, l'électricité et l'eau, et tout ça c'est sur GitHub, et évidemment comme d'habitude dans les technos vous avez tous les liens dans les commentaires. Merci Maximilien pour tes explications très claires depuis la source des données au gaz, électricité, Arduino, le fer à souder, un peu de code C, le protocole LoRaWAN pour la communication, la gateway, le serveur, et puis du code encore pour aller extraire les payloads qu'on a encodés en C d'un côté, il faut les décoder de l'autre côté et les mettre dans une base de données, et à partir de là brancher quelque chose, soit du Grafana pour visualiser, soit des large language models, des agents de code pour aller rechercher des patterns dans les données. J'espère qu'on vous a inspiré, que vous avez envie de vous lancer dans ce genre de projet aussi. Merci d'avoir écouté les technos. À la prochaine.